journalisme, data, information, ou comment on fait du journalisme de données sans le savoir. Donc ce projet Jourdain entendait proposer une approche interdisciplinaire du journalisme de données. Donc je vais commencer par essayer de revenir un petit peu après un an, puisque le projet arrive à son terme aujourd'hui. C'était un projet lancé sur un financement du CNRS, de l'Institut des sciences de la communication. Et donc je vais présenter un peu la pertinence de ce projet, pourquoi on a été amené à lancer une recherche sur le journalisme de données. Il me semble que c'est une situation dans laquelle on s'est trouvé qui est assez caractéristique des trois grandes composantes du travail d'enseignants-chercheurs à l'université. D'une part, c'est parti d'une interrogation pédagogique. C'est-à-dire qu'en tant que responsable de formation en journalisme, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de Hervé de Mailly et de Valérie Jeanne Perrier qui parleront aussi tout à l'heure, donc en tant que responsable de formation, nous voyons évoluer les compétences, nous voyons aussi surgir de nouvelles façons de désigner le journalisme et la profession journalistique. Or, avec le recul du temps et de l'âge, on a vu déjà d'autres désignations surgir. On a entendu parler du journalisme multimédia, on parle maintenant de web journalisme. Et nous savons que avant de se précipiter dans les innovations, ou en tout cas dans les nouvelles formulations, c'est bien de prendre le temps d'y réfléchir et de comprendre ce qu'il y a de nouveau dans le nouveau. Donc, organiser un groupe de recherche sur ce thème, comme on l'a fait là pendant un an, c'était se donner les moyens de repérer un peu les acteurs de cette nouvelle forme de professionnalisation, de repérer aussi les discours professionnels et d'enclencher un dialogue avec des spécialistes d'autres disciplines qui, éventuellement, le cas échéant, pourraient être les intervenants d'une formation développée sur le sujet. Donc c'est le sens de plusieurs interventions d'aujourd'hui qui font un peu le bilan là-dessus. Donc Valérie Jeanne Perrier et Hervé de Mailly feront le point sur les formations et le discours sur les formations en data journalisme. On aura une approche économique de cette question avec Fabrice Rochelandais, une approche informatique, évidemment, qui est complètement centrale dans cette question, avec Ala Abiadar, qui vient de Paris 6 et qui va nous permettre de réaliser, je crois, une fois de plus, que les enjeux auxquels se confrontent des informaticiens sur cette question et les enjeux qui sont ceux des enseignants en journalisme et des chercheurs en journalisme, en fait, sont souvent proches. Donc c'est la première question, une interrogation d'ordre pédagogique. Qu'est-ce que c'est? Faut-il l'enseigner? Et si on l'enseigne, comment l'enseigner? Donc deuxième élément de départ, de motivation, c'est que comme chercheurs, nous sommes confrontés à une demande sociale et que cette demande sociale, en l'occurrence, elle consiste dans la montée en visibilité de la question des données. C'est-à-dire que cette question des données, elle est présente, omniprésente dans des discours de toutes sortes, dans des discours experts et dans des discours non experts. Elle suscite des réactions vives qui sont parfois d'emballement et d'enthousiasme quand la donnée est ouverte, c'est l'open data, d'inquiétude quand la donnée est big data, ou quand on a toute cette avalanche de données, etc., qui est un discours très, très répandu. En tout cas, ça suscite interrogation et on peut penser, avec la perspective qui est celle qu'on adopte communément ici au GRIPIC, que la donnée fait partie de ces phénomènes qui, dans les discours sociaux, enregistrent l'influence du développement des médias numériques dans la vie quotidienne. Et ces conséquences du développement des médias numériques dans la vie quotidienne, ça a pu être, par exemple, autrefois, enfin, c'est encore, mais ça a pu être depuis quelques années, la question de la trace, par exemple, de la traçabilité, etc., qui sollicite les chercheurs en infocom et qui nous demande en fait à la fois de penser avec les discours sociaux contemporains et en même temps de prendre un peu de recul. Donc quand Valérie et moi avons rédigé notre réponse à l'appel à projet du CNRS, notre point de départ consistait à prendre à rebrousse-poil l'idée qu'il existe des données, et encore plus qu'il existe un journalisme de données, prendre à rebrousse-poil en opposant toujours l'ancien au nouveau, d'où Molière, d'où cet imaginaire molièresque, en opposant aussi toujours le construit au brut, ça nous semblait une des grandes catégories de pensée, et en même temps, il faut bien reconnaître que nous sommes nous-mêmes pris au piège de cette logique, c'est-à-dire qu'en répondant à rebrousse-poil, sur cette question des données qu'on met en question, et bien finalement, on contribue à la naturaliser, cette question,
à lui donner de notre temps, de notre compétence, et à la transformer finalement en question scientifique. Donc sur le plan de la recherche en infocom, on est typiquement dans une situation de réquisition, hein, comme on peut dire d'autres chercheurs. C'est Sarah Labelle, par exemple, qui a proposé cette formule en parlant de la société de l'information. Donc une formule de réquisition qui s'impose à nous, qu'il faut penser et en même temps qu'on enregistre en la pensant. Sur le data journalisme ou le journalisme de données, on a été dans cette situation d'interroger et de donner de la présence à cette formule. Et puis, troisième point, la question du journalisme de données, plus précisément, nous semblait mériter, et sans doute elle méritera encore, le développement d'une approche proprement communicationnelle. Et ça, c'est une revendication que nous avons. Donc, en quoi est-ce que nous avons proposé une approche communicationnelle de ce journalisme de données? Eh bien, selon trois aspects. Donc là, j'avance plutôt sur le bilan et sur les ouvertures. Penser journalisme de données mobilise des recherches communicationnelles, premièrement, parce que ça pose de façon prioritaire et massive la question de la médiation. Donc, en fait, penser journalisme de données, c'est d'abord se confronter à une promesse de non-médiation. C'est-à-dire que quand on parle de données, on a tout un imaginaire, évidemment, de transparence. On en a beaucoup parlé depuis le début de ce projet, mais plus largement une sorte d'illusion d'absence d'intermédiaire dans ces données qu'on dit brutes. Donc, pour nous, en fait, la donnée doit être inscrite dans une idéologie de la communication qui postule la possibilité complètement utopique d'un accès direct au savoir, comme si on pouvait accéder au savoir sans formalisation, sans sélection, sans éditorialisation. Or, le premier rapport, je crois, de notre travail d'1 an, ça consistait à trouver confirmation chez tous nos interlocuteurs de tout le travail d'élaboration des médiations à différents niveaux. Donc, élaboration, bien sûr, technique ou technologique avec la construction des bases de données, on va encore en parler aujourd'hui. Élaboration ou médiation d'ordre visuel, c'est toute la question du design des données, de la sémiotique visuelle, qui ont été analysées cette année par l'intervention de la sémiologue Anne Bayard-Gélin, avec qui nous allons sans doute continuer à travailler. Et puis surtout, médiation, ou en tout cas travail d'intermédiaire, d'acteurs économiques qui jouent un rôle de premier plan dans tout ce système. D'abord parce que les données participent à la recherche de nouveaux modèles de financement, notamment dans les médias, mais aussi parce que le travail de la donnée répond à des modèles d'entreprises qui fonctionnent par externalisation. Ça, c'est intéressant pour penser aussi le journalisme et le fonctionnement médiatique. Enfin, parce que les données remettent au premier plan la question de la gratuité. On le voit que pour fabriquer des bases de données et pour faire circuler des données, on a des outils gratuits qui s'imposent à nous. S'ils sont gratuits, c'est pour une raison plutôt qu'une autre. On sait très bien que la gratuité, en réalité, n'existe jamais complètement. Donc on est face aux données dans une situation assez proche de celle qu'on a pu rencontrer face au développement de la statistique autrefois, c'est-à-dire la donnée promet une sorte de nouvelle visibilité du social, elle nous donne à voir des choses qu'on pensait ne pas voir, mais cette visibilité du social doit toujours être mise en relation avec des enjeux qui, eux, peuvent être invisibles. Et donc, notre travail en infocom consiste aussi à rendre visibles les enjeux invisibles de cette nouvelle visibilité du social, dans la lignée de ce que des sociologues comme Pierre Lascoum ont pu faire sur le travail de la statistique, montrer que la statistique est toujours le résultat d'une opération taxinomique de classement qui, elle, est opérée en fonction d'enjeux très importants qui sont soit publics, soit privés, mais souvent publics également. Et ces enjeux surdéterminent bien sûr le type de connaissances qu'on va avoir par les données réunies. Donc face à cette question de médiation, nous avons voulu toucher du doigt, approcher le fonctionnement matériel de ces nouveaux supports documentaires, puisque les données doivent s'inscrire, je crois, comme les traces ou comme des cartographies du web, etc., dans toute la famille des nouveaux supports documentaires qui se développent avec Internet. Nous voulons souligner leur matérialité, c'est-à-dire comment c'est fabriqué, mais aussi comment c'est mis en visibilité. Et pour ce faire, pour expérimenter cette nouvelle matérialité,
Nous avons nous-mêmes fabriqué des bases de données, de journalisme de données. Pierre-Carl Langlais en parlera tout à l'heure. C'est ce que nous avons mis en place, notamment sur le site projetjourdain.org. Donc là, il s'agissait un peu de mettre la main à la pâte, de se plonger dedans pour comprendre comment ça fonctionne matériellement. Donc notre parti pris est de ne jamais, nous, impenser la matérialité du dispositif et au contraire de l'exhiber, cette matérialité. Donc soit en essayant d'expliquer comment c'est fabriqué, soit en jouant ce fameux décorum grand siècle. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi il y a des petits personnages de Molière partout. Donc ces petits Monsieur Jourdain qui sont là, d'abord ça nous a amusé à partir de cette blague de départ, ça nous a amusé, ça a fait un peu notre discours codé entre nous pendant un an. Mais derrière, il y a peut-être aussi une sorte de petite connotation discrète qui est que la dimension esthétique, matérielle, visuelle et même connotative, symbolique de toute base de données, de tout format d'information participe de ce discours et de ces impensés qu'il s'agit de mettre en évidence. Mon troisième enjeu important, qui fait qu'il faut développer une recherche en communication sur les données en général, et sur le journalisme de données aussi, c'est que derrière cette question des données, il y a évidemment un enjeu politique. Politique au sens général, mais peut-être plus précisément de politique du savoir. Et là aussi, c'est un des enjeux qui nous importe. Nous devons comprendre comment le savoir circule, comment circulent des connaissances qui concernent à la fois les individus et les groupes sociaux, c'est-à-dire de l'individuel et du collectif, et quels sont les intérêts en jeu dans ces dispositifs de diffusion du savoir. Pourquoi ? Bien parce que les innovations techniques s'imposent à nous, on n'a pas trop le choix, et elles s'imposent aussi aux politiques, et on doit faire avec. Je crois qu'Olivier Trédan racontera tout à l'heure comment, dans son rôle d'acteur de la vie politique en région, il se trouve aussi confronté à cette forme de réquisition technologique face aux politiques, qui s'impose aux politiques. Donc les enjeux sont bien sûr énormes. Alors on a rencontré sur le plan des données toutes sortes d'exemples. On en verra quelques-uns tout à l'heure. Donc j'ai reparcouru un peu les pages qu'on a mises en ligne, puisqu'ils se diffusent beaucoup autour du journalisme de données. Alors bien sûr, quand il s'agit de faire une cartographie de la répartition en France des appellations chocolatines contre pain au chocolat, c'est un exemple que Juliette avait remarqué. Donc une carte de France des gens, de ces appellations, ceux qui appellent ce petit pain au chocolat ou chocolatine, bon, c'est anecdotique. C'est encore relativement anecdotique quand on parle de scrapping olympique, donc un autre exemple. Donc là, c'est à l'échelle mondiale, comptabilisation du nombre de médailles d'or par ville du monde. Ça demeure anecdotique. Mais bien sûr, quand il s'agit de recueil de données qui concernent les niveaux de revenus, le lien entre niveau de revenus et opinion politique, quand il s'agit d'informations fiscales ou médicales, quand il s'agit toutes sortes quand toutes ces données sont libérées ou mises en circulation, l'enjeu devient beaucoup plus important. Donc il importe que nous comprenions comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment fonctionnent ces nouveaux réflexes informationnels, mais même cognitifs peut-être, que sont le scrapping, je crois qu'on en parlera avec Al tout à l'heure, que sont les crowdsourcing, que sont toutes ces informations de compilation d'informations. Donc il faut à la fois qu'on comprenne ça, nous, qu'on acquiert cette agilité, tout en conservant le point de vue de Sirius, qui est le nôtre. On revendique le droit à regarder ça de haut, de loin, en planant un peu. C'est-à-dire en mettant ça en relation avec des opérations intellectuelles qui ne sont pas nées d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'il importe de savoir faire marcher sur ses deux pieds, à la fois comprendre les nouveaux outils et comprendre comment ça ne fait que prolonger des opérations anciennes. Donc je pense notamment à ce qu'on peut décrire comme Yves Jeanneret l'a fait à propos des chimères cartographiques sur Internet. Donc Yves Jeanneret a écrit un article récemment dans un livre sur la trace, les traces numériques, un ouvrage collectif au CNRS, sur les chimères cartographiques et ce qu'il appelle la panoplie représentationnelle de la traçabilité sociale, avec notre vocabulaire un peu complexe, disons. Et il montre comment, en fait, il y a un ensemble d'opérations qui se retrouvent toujours, qui sont des transformations successives
par 3 étapes majeures. Première étape, c'est collecte de production écrite. Donc c'est bien ça, ici. Le journalisme de données va collecter des productions écrites qui sont là, qui sont toujours écrites à un moment ou à un autre, c'est toujours des traces écrites. Il faut les trouver, les collecter, qui vont ensuite être l'objet d'une uniformisation sémiotique, c'est-à-dire qu'on va produire une modélisation standardisée, sémiotiquement standard, de ces traces, ces productions écrites, et qu'ensuite on va traiter graphiquement, c'est-à-dire qu'on va leur donner une nouvelle mise en forme graphique qui va les rendre médiatisables, utilisables par une multitude d'acteurs. Ce qui était déjà le mode de fabrication des statistiques. Et il importe de penser toutes les étapes. Pierre Lascoum montre bien, en reprenant la notion de gouvernementalité chez Foucault, que ces données statistiques deviennent pertinentes, deviennent un enjeu quand elles sont diffusables en fonction d'enjeux politiques, mais aussi en fonction d'enjeux médiatiques. Il y a des données qu'on va récolter parce qu'on peut plus facilement les diffuser dans les médias. Donc ces 3 opérations, collecte de production écrite, uniformisation sémiotique, traitement graphique, je crois qu'on les a retrouvées avec le journalisme de données. Donc il importe que nous soyons capables, nous, de nous alphabétiser à ces dispositifs nouveaux de fouille, d'extraction, de traitement de données, etc. En ce sens, la collaboration qu'on a eue dans Jourdain avec de jeunes chercheurs, je ne dirais pas de génération Y, parce qu'on sait bien que ça n'existe pas, mais d'une génération en tout cas agile, voire geek. Je crois que Pierre Carl et Guillaume se reconnaîtront là. Et puis la collaboration qu'on a avec les informaticiens sont tout à fait précieuses. Dernier point, je finirai là-dessus. Il y a aussi une question d'acteurs, donc 3e enjeu communicationnel. Une question d'acteurs, donc en infocom, on ne fait pas de sociologie, c'est sûr. Et le journalisme est un domaine où les sociologues sont très présents, sont un peu dominants. En revanche, étudier en fait qui sont les acteurs de l'information, de la communication, à la fois sur le plan individuel et institutionnel, ça fait partie malgré tout des attributions de la recherche en infocom et ça fait partie des enjeux qui sont les nôtres. Pourquoi ? Parce que ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment les journalistes vont s'emparer de ces nouvelles matières informatives. Qu'est-ce qu'ils font avec ça ? Quel type de compétences cela suppose chez eux, mais aussi comment ça va modifier l'organisation des rédactions. Finalement, le développement du journalisme de données, ça doit être compris avec les transformations des rédactions qui vont, je crois, dans 2 sens. D'une part, parce que les rédactions voient arriver de nouveaux acteurs, mais ça avait déjà été bien montré par les travaux d'Éric Dagiral et Sylvain Parasi, mais aussi parce que les rédactions vont peut-être externaliser un certain nombre d'actions qu'elles pouvaient faire en interne. Et il est important de le comprendre pour nous. Alors notre originalité ici, dans le projet Jourdain, c'est que nous avons pu examiner ça, pas seulement dans le domaine nord-américain. Et ça, c'est important pour nous, parce qu'on sait que dans la recherche sur le journalisme, on a un vieux tropisme nord-américain qui consiste à penser que toute innovation se passe en Amérique du Nord et que c'est là qu'il faut l'étudier. Et moi, j'ai en tête une première référence là-dessus, qui est Jules Verne, qui en 1889 publie un petit opus qui s'appelle La journée d'un journaliste américain en 2889. Donc penser l'innovation comme nord-américaine, c'est bien. Sylvain Parasi et Éric Dagiral l'ont fait sur Chicago. Nous, on a fait ça sur l'Europe, puisque Juliette Charbonneau, par exemple, a examiné la situation en Allemagne du journaliste de données et que Pergia Giuscu-Giannakou a examiné le cas grec, qu'elles ont toutes les deux pu constater qu'il y a des points communs sur le data journalisme dans ces 2 pays. Et puisque Pierre-Carl Langlais et Guillaume Huguet ont, dans un article qui va sans doute paraître en 2014, montré comment les manuels du data journalisme en Angleterre et puis dans leur traduction française enregistrent en fait l'intégration dans la production journalistique de nouveaux invisibles du journalisme, que sont les hackers et les informaticiens. Et puis aujourd'hui, on va entendre parler d'expériences françaises, ou en tout cas de réflexion en France journalistique sur comment on se confronte à ça, grâce à Philippe Onillon de l'AFP, qui va nous montrer que les données, en fait, pour un organisme comme l'AFP, ça se conjugue bien sûr au futur, mais aussi au passé, je crois, parce que vous avez aussi cet enjeu
de valoriser des données accumulées dans les archives. Et puis les ovniens, qui, je ne sais pas s'ils sont déjà là, oui, peut-être. Donc les anciens journalistes d'OVNI qui seront là cet après-midi pour nous montrer comment cette aventure française a essaimé dans les médias. Voilà, je vais donc conclure sur cette grande présentation en disant que nous avons été très heureux en fait de faire de ce projet Jourdain une occasion de rencontre et d'échange avec des acteurs très différents. Nous aurions pu au départ nous sentir peut-être menacés par la prise qu'a constitué cette solidification du journalisme de données. Nous sommes rassurés parce que la question des données, nous allons continuer à l'ouvrir dans l'avenir avec d'autres collègues, peut-être dans d'autres directions, pas seulement journalistiques. Et puis parce qu'aussi cette journée d'aujourd'hui, parce qu'elle nous permet d'entendre encore une fois de nouveaux interlocuteurs venus de différents horizons, nous permet de continuer à animer une sorte de mobilité intellectuelle qui nous motive en fait pour éviter de fossiliser cette notion de données qui doit toujours être réinterrogée. Donc je vous remercie d'être tous là aujourd'hui et je suis ravie de donner la parole maintenant à Fabrice Rochelandé, économiste à l'Université de Paris 3, chercheur en information et communication.